Et je démarre. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session de questions-réponses. Bonsoir, bonsoir également. Je vous laisse le temps de vous connecter. On a une cinquantaine de personnes qui ont répondu à l'appel, donc on va se laisser quelques minutes pour que tout le monde nous rejoigne. Je fais les présentations en attendant. Manueline, je serai l'animatrice de cette session. J'ai à mes côtés Éric Bertrand, qui est notre expert en e-facturation. Il va pouvoir vraiment répondre à toutes vos questions. Pour cela, nous vous proposons d'utiliser pour les questions, les réflexions un peu plus générales, le chat, la discussion du webinaire. Et par contre, vous avez un onglet questions-réponses et je vous demanderai au maximum d'utiliser l'onglet questions-réponses pour nous poser vos questions auxquelles nous répondrons lors de cette session. Avant toute chose, le temps que je continue à faire les présentations, vous pouvez d'ores et déjà, dans l'onglet discussion, nous dire qui vous êtes, dans quel domaine travaillez-vous et éventuellement si vous avez eu l'occasion de participer à un webinaire sur cette thématique ou pas. Ça nous intéresse de le savoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous les autres spectateurs. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous présenter via le chat et à déposer vos questions dans l'onglet questions et réponses. Je dois aussi vous dire que cette session est organisée par le SNI, le syndicat neutre pour indépendants, et nous avons la chance d'avoir la collaboration de l'Agence du numérique pour organiser cette session de questions-réponses. Et nous avons aussi le soutien de la Wallonie pour organiser cet événement. Voilà, bonsoir à tous. N'hésitez pas à nous partager quelques informations sur vous, nous dire si vous avez participé au webinaire lundi sur cette thématique et à déjà nous poser vos premières questions. Et aucune question ne sera classée sans suite. Elles sont toutes pertinentes, toutes intéressantes. On est vraiment là pour vous aider à franchir le pas de la facturation électronique. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas, posez-nous vos questions dans l'onglet questions-réponses. Et merci beaucoup. Donc, nous avons une créatrice textile. On a un indépendant en horticulture qui était peut-être là lundi parce qu'il y en avait un autre. On a également un agent immobilier. On a une indépendante en création de bijoux. Attention, indépendante complémentaire. Une logopède indépendante, hein, donc on est plutôt sur un métier euh, de Paramédical, hein, donc voilà, oui, paramédical, et dans la le question de médical. l'article 44, voilà, donc c'est Voilà. c'est tout à fait spécifique. Ensuite, on a une indépendante sous le régime de franchise, hein, conseil en images. On a une agricultrice. Oui, c'est bien le même horticulteur. Bonsoir. Euh, Aussi un participant qui est plutôt dans le domaine de la pharmacie. Donc, n'hésitez Ok. pas hein, à continuer à échanger avec nous dans le chat. J'espère que vous avez bien trouvé les onglets hein, dans le bas de votre écran, en général, en théorie. Le petit phylactère pour les discussions, un autre petit logo pour les questions-réponses. Et le domaine du tourisme, eh bien, et le bien-être, je sens que nous allons avoir une belle richesse de métiers différents ce soir, Eric. Oui, une panoplie assez large, effectivement. Voilà. Activités complémentaires, hein, donc on va en reparler aussi. Activités complémentaires, est-ce que vous avez des questions spécifiques si vous avez une activité complémentaire par rapport à une activité temps plein? Donc voilà, il y a des recherches de logiciels. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à basculer vos questions dans l'onglet questions-réponses. Hein, donc, par exemple, je vois que Marie-Annick cherche un outil, une plateforme. Eh bien, Marie-Annick, n'hésite pas à nous poser la question dans l'onglet questions-réponses. Comme ça, on s'assure de ne pas oublier de nous adresser à toi.
Et puis voilà, on s'est laissé 5 minutes pour faire les présentations, pour se lancer. Eh bien, Eric, je propose peut-être que tu te présentes pour ceux et celles qui ne t'ont jamais rencontré. Voilà. Donc, je m'appelle Eric Bertrand, je suis informaticien de gestion. Donc, c'est un métier qui a pour objectif de rapprocher le monde du digital, du numérique, au monde du chiffre, en fait, donc de la facturation, bien sûr, la gestion commerciale, gestion de prestation, production, enfin, tout ce qui nécessite une gestion dans vos métiers, aussi divers soient-ils. Donc, je connais beaucoup de métiers, je fais ça depuis plus de 30 ans. Donc, j'ai eu l'occasion de digitaliser de nombreuses entreprises dans des cas donc de métiers variés, mais également de tailles différentes, et également dans des contextes nationaux, locaux, avec des indépendants en Wallonie, mais également européens ou internationaux, avec des plus gros groupes. Donc j'ai un profil, je vais dire, très large. Donc normalement, je dois pouvoir répondre à toutes les questions et à toutes les attentes des uns et des autres. Comme on n'est pas un trop gros groupe, on pourra répondre normalement à peu près à toutes les questions et vous donner des pistes concrètes. Donc il ne faut pas hésiter à écrire, voilà, je ne sais pas, pour le cas d'une pharmacie, une question, mais est-ce que je devrais émettre des factures sur le format PayPal lorsqu'on m'en demande une, voilà, pour la fourniture de médicaments, par exemple, à une maison de repos? Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là? Et donc, c'est clair que pour les, voilà, des prestations médicales, et normalement, il n'y a pas de facturation, mais par contre, pour la réception, en tant qu'assujetti, on est absolument obligé d'être présent sur le réseau. Il y avait une autre question tout à l'heure où, tiens, je ne vois que Docker comme solution qui serait gratuite pour la réception parce que voilà, je vends de la laine dans ce cas-ci et donc on ne fait que de la vente alors manifestement à des particuliers non assujettis à la TVA en tout cas, ce qui implique qu'on n'est pas obligé de passer par le réseau PayPal pour faire des factures puisqu'on s'adresse d'un assujetti à un non assujetti. Donc dans ce cas, on peut continuer à envoyer des factures ou des tickets ou des bons de livraison des bordereaux, une créance sur quelques formats que l'on juge être nécessaire, ou comme on avait l'habitude de le faire. Tandis que pour la réception de ces factures, le législateur vous impose donc au 1er janvier que vous soyez capable de recevoir ces factures donc sur le réseau PayPal. Et c'est clair que Dockel est une solution intéressante pour ce cas de figure, pour une raison qui a été évoquée lundi. Hein, donc, je rappelle que vous allez bénéficier aussi du support qu'on a employé lundi. Il y a quand même 70 slides dedans avec beaucoup d'informations. Donc même ceux qui n'étaient pas présents lundi auront aujourd'hui également le support complet. Et donc j'indiquais que dans le cas de Dockel, l'intérêt c'est la conservation des documents. Puisque la facture originale, ce sera à partir du 1er janvier, donc le fichier XML, hein, le fameux fichier de facture électronique que vous allez recevoir par le réseau, hein, facture structurée, digitale donc, mais ces documents, vous êtes censé le conserver à minima 7 ans. Donc ça signifie qu'il faut à tout le moins avoir des copies de sécurité, et un moyen d'avoir une copie de sécurité, ben, c'est de le stocker sur le support de Dockel, puisque une des particularités de Dockel, c'est qu'ils font du stockage et de la gestion documentaire. Donc, ils conservent à plus long terme. Et donc, il s'agit quand même d'une conservation de documents sur une durée de 7 ans, mais voire plus, puisqu'on est censé conserver ces documents pour la durée de l'amortissement des biens dont vous feriez l'acquisition. Donc, vous faites l'acquisition d'un bâtiment et que vous l'amortissez sur 15 ans, vous devez conserver vos factures 15 ans. Et en les stockant sur Dockel, eh bien, c'est l'assurance d'une certaine conservation, puisque c'est quand même leur métier. Ce qui n'empêche qu'il est peut-être utile d'avoir également une copie des factures chez son comptable et d'en avoir une copie sur ses propres systèmes, soit sur son cloud, soit sur son ordinateur en local, ou que sais-je d'autre, mais avoir des copies de ses factures à des endroits différents, c'est évidemment très très important et Dockel, c'est sûrement le début de la solution. Peut-être je continue à répondre à une autre question, mais dans ce cas-là, si je reçois mes factures avec Dockel, et si je dois quand même, ne fût-ce qu'une fois, émettre une facture, voilà, exceptionnellement, je vends un bien, j'ai par exemple un véhicule que je dois vendre à un marchand et je fais une facture exceptionnellement, eh bien oui, si vous les émettez une facture, ne fût-ce qu'exceptionnellement vers un assujetti TVA pour la vente par exemple d'un véhicule, vous devrez les mettre par le réseau PayPal. Et dans le cas de Dockel, vous avez également la possibilité, avec l'abonnement qui commence à 4 euros,
d'être capable d'émettre une facture par le réseau. Alors bon, si c'est exceptionnel, il y a peut-être moyen voilà, de trouver une solution pour émettre aussi cette facture sur un autre euh, moyen que celui qu'on emploie pour recevoir les factures. Puisque je rappelle que il n'y a qu'un seul point d'identification PayPal pour recevoir les factures. Par contre, on peut émettre des factures à partir de plusieurs points d'émission différents. Donc, par exemple, je peux émettre des factures avec mon logiciel de facturation, mon logiciel de caisse et également avec mon e-commerce. Donc, ça ferait dans ce cas-là 3 points d'émission, mais un seul point de réception qui pourrait être, par exemple, dans ce cas-ci, local, quoi. Voilà, déjà une belle question, à vos tours, hein. Je te propose de répondre à une question qui revient qui revenait déjà lundi à plusieurs reprises et qui revient aujourd'hui encore à plusieurs reprises. Je vais essayer de les scinder. Première chose, je suis indépendant complémentaire. Qu'est-ce que ça change pour moi? Première question. Eh bien, à partir du moment où vous êtes assujetti TVA et que vous ne faites pas de prestations thérapeutiques, hein, vous n'êtes pas dans l'article 44, eh bien, dans ce cas, vous êtes obligé d'être présent sur le réseau PayPal pour la réception de factures, mais également pour l'émission. Donc, ça concerne tout le monde. Je rappelle le contexte général, peut-être, c'est la Commission européenne qui veut lutter contre la fraude. Donc, toutes les exceptions sont des brèches, en fait, pour eux, pour le système, en fait, hein, pour lutter contre les carousels TVA, les fraudes TVA, pour voilà, de la récupération de TVA illicite pour de l'intracommunautaire ou que sais-je d'autre. Donc, toutes les exceptions sont, voilà, problématiques, je vais dire. Il y a vraiment l'exception la plus importante, c'est l'article 44, donc les prestations thérapeutiques des métiers du soin des personnes, hein. Et donc, eux sont vraiment exemptés. Il y a un slide, un sujet également, mais c'est vraiment la seule exception pour tous les autres cas, même si ce n'est que très épisodique. Si vous avez une toute petite activité, mais si vous êtes assujetti, il faut être présent sur le réseau, quoi. Ouais, ouais. Il n'y a pas d'autre choix, hein. Et est-ce que si je suis sous le régime de la franchise, Oui. ça change quelque chose ou pas pour moi? Bien non, je vais peut-être repartager ce slide. C'est peut-être intéressant de le revoir si je me remets dessus et je vous le partage tout de suite. Voilà, voici. Et donc, Alors, voilà. n'hésitez pas, si dans les réponses que nous vous avons apportées, vous avez encore un doute ou vous souhaitez qu'on illustre d'un exemple, reposez à nouveau votre question si vous souhaitez qu'on aille un pas plus loin et qu'on reclarifie davantage la réponse. Oui, absolument. Il ne faut pas hésiter parce que voilà, ça peut paraître un peu rébarbatif parce que voilà, on rentre sur des cas de figure. Le fait que j'explique en fait un cas pour un métier, parfois ça peut semer le trouble pour un autre. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à reposer une fois la question, demander une confirmation. C'est toujours plus prudent. Donc il y a vraiment aucun souci avec ça. Donc je pense que vous voyez le slide sur la franchise TVA, hein, que j'ai partagé, hein. Et Oui, donc, en fait, le je le petit vois. tableau récapitulatif, pardon, où donc on a voilà, tous les cas, incluant donc ben voilà, le fait que je sois assujetti classique, le fait que je sois à la franchise TVA et les articles 44 ou les mixtes. Donc, je suis paramédical, je fais une prestation médicale, dans ce cas, ou thérapeutique plutôt, je ne suis pas obligé de le faire. Mais dès que je fais une prestation autre que thérapeutique, par exemple de la formation, parce qu'il y a plusieurs reprises dans ces métiers, on m'a déjà demandé, oui, de la formation, de la formation thérapeutique, donc ça a été visé par l'administration, hein. Donc clairement, donc les formations, donc ce n'est pas du thérapeutique, et donc vous devez émettre les créances, pour peu qu'elles soient émises vers un assujetti TVA, donc doivent passer par le réseau PayPal, hein. Donc voilà. C'est le 63e slide, en fait, celui-ci. Donc dans le document PDF que vous allez recevoir. Donc peut-être à relire à tête reposée si jamais. Mais, Donc, à ne pas oublier, indépendamment des métiers des soins aux personnes, si j'ai un métier des soins aux personnes, mais que je donne une formation, là, la règle change, hein. C'est bien cela? c'est ça. Donc dès qu'on sort du thérapeutique, de la formation, C'est de la ça. vente de matériel de soins,
Tout ça, c'est soumis donc à la facturation électronique structurée par le réseau PayPal. Ouais. Ok. Alors, on a des questions sur évidemment des outils, mais je vais d'abord me concentrer sur tous ceux qui sont indépendants complémentaires et qui nous ont posé des questions. Euh, je fais ma propre comptabilité. Alors ça n'a pas d'impact puisque vous pouvez, vous, utiliser un outil, une plateforme. Et puis, si vous avez un comptable, probablement qu'il vous a conseillé un outil ou une plateforme. Donc ça, ce n'est pas un frein pour pouvoir passer sur PayPal de ne pas avoir de comptable. Voilà, absolument, hein. Donc, c'est même de toute façon obligatoire. Que vous ayez un comptable ou non, voilà, le législateur vous impose d'y passer au 1er janvier. Et donc, là, ce qu'il faut envisager, ben, c'est d'utiliser un outil adapté à vous. Si vous avez déjà un outil, donc si vous utilisez par exemple, je ne sais pas, mon programme de comptabilité comme Winbooks ou alors des programmes peut-être plus adaptés pour des gens qui font de la comptabilité en autonomie, qui sont voilà, il y a des solutions web qui sont parfois plus simples. Accountable par exemple, hein, mais qui ont leurs limites pour les comptables. Hein. Donc on entend régulièrement des comptables qui doivent réencoder des comptabilités qui ont été faites sur Accountable pour les reprendre dans des logiciels de comptabilité comme Winbooks, Horus ou Bob, parce que, par exemple, ça ne tient pas suffisamment compte des dépenses non admises ou que sais-je d'autre. Donc ça, c'est clair que quand on est amené à faire sa comptabilité soi-même, il faut voir ce que vous avez l'habitude d'utiliser. On va avoir des cas d'usage où des gens utilisent encore Excel ou Word. Pour eux, c'est un gros changement. Donc, c'est clair que jeter son dévolu sur une solution donc, qui est intégrée au réseau PayPal, c'est une décision importante, puisque, a priori, c'est un choix qu'on fait quand même pour plusieurs années. Donc voilà, il faut être quand même bien concentré là-dessus, avoir une bonne visibilité. On a parfois des ASBL où on a des gens qui font leur comptabilité eux-mêmes. Ils font ça sur Excel ou Word, mais voilà, Accountable, c'est peut-être voilà, une voie intéressante, quoi, hein, à explorer, quoi. Je vous écris accountable dans Voilà. le chat, comme ça vous aurez la bonne orthographe. Et alors, on a une question un peu particulière, mais on a plusieurs artistes et artisans qui vendent des œuvres ici dans les échanges que nous avons eus en intro. Il y a une question qui nous demande si je vais déposer en boutique sous forme de dépôt-vente. Ces boutiques sont assujetties à la TVA. Dois-je fournir des factures électroniques? Donc, ça dépend si vous-même, en tant voilà, fournisseur de ces produits, vous êtes assujetti à la TVA. Donc, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA et que vous émettez voilà, quelques produits pour quelques centaines d'euros, il y a un plafond, il faudrait demander à un comptable je pense, d'un chiffre annuel de 1000 et quelques euros qu'on peut ne pas dépasser. À ce moment-là, on n'est pas contraint de passer par l'émission d'une facture, mais dès qu'on est sur le régime de la franchise, par exemple, donc c'est en dessous de 25 000 euros par an, eh bien là, vous êtes, pour de la vente de biens et services, obligé de vous assujettir à la TVA. Et donc, dans ce cas, même si vous êtes au régime de la franchise, donc inférieur à 25 000, vous êtes obligé donc de passer par le réseau PayPal pour la facturation structurée, quoi. Oui. Il y a une autre personne qui est présente ce soir, Eric, et qui est aussi sous le régime de la franchise, mais il est syndic de copropriété. Comme on est toujours sur ce sujet à l'écran, OK. est-ce que cette personne est bien concernée par les mêmes règles que celles que tu viens d'énumérer? Donc, assujetti TVA, la réponse est oui. Tout à fait. Donc voilà, il n'y a pas d'exception pour les syndics. Donc si on est assujetti TVA, c'est le cas. On peut en fait opposer aussi les courtiers d'assurance qui ne sont pas nécessairement assujettis à la TVA. Et donc eux ne sont pas concernés. Et donc en fait, on a des prestations de services qui peuvent être, allez, qu'on pourrait estimer être assimilées, mais en fait pas du tout. Le régime de fonctionnement sont différents quoi, au terme de la TVA. Donc, bien sûr, tournez-vous vers vos comptables, mais si vous êtes assujetti TVA, la seule exception qui soit reconnue, c'est l'article 44, hein, donc l'émission, la réalisation de prestations thérapeutiques pour les autres. Voilà, une ASBL club de foot avec le bar partiellement assujetti,
il faut y passer. Hein, donc voilà. Donc, je donne un exemple extrême avec un petit club de foot, mais oui, eux aussi, quoi. Donc voilà. Donc dès que vous êtes assujetti, ne fût-ce que partiellement, et que vous faites autre chose que du thérapeutique, vous devez y passer. Voilà, il n'y a pas d'autre solution, y compris pour les missions. Donc si vous avez l'habitude de faire une facture par an sur Word, il faut trouver une solution pour les mettre sur le réseau PayPal, quoi. Et voilà, on Ça. parlait de Dockel parce que et on peut utiliser Hermès aussi, hein. Hermès, qui est un portail de l'administration qui vous permet de vous identifier également et d'écrire, d'inscrire, d'encoder manuellement des factures pour qu'elles partent sur le réseau. Donc ça aussi, c'est une solution, quoi. Plutôt que de, on peut imaginer avoir Dockel d'un côté et pour la réception des factures, c'est gratuit. Et si on fait une facture par an ou voilà très peu et qu'elles sont vraiment anecdotiques, vous pouvez utiliser Hermès, par exemple. Donc, tu nous confirmes que Dockel est gratuit En pour la réception, réception. en réception, voilà. Mais il m'a semblé lundi que les budgets n'étaient pas faramineux s'il faut prendre un abonnement. Absolument, absolument, absolument. Je retrouve la page pour vous. Donc, le tarif Alors, nous ne sommes Docker, sponsorisés par aucune plateforme, donc on va oui, vous en mentionner plusieurs, évidemment, et ce sera à vous à faire le choix final. On ne pourra pas absolument. vous dire c'est celui-là pour vous. Ce sera malheureusement pas possible ce soir, mais on va vous donner plusieurs noms de plateformes et d'outils pour vous aider. Donc, voilà, moi ici, je suis agnostique. J'ai mes préférés, mais bon, comme voilà, les hommes, donc on a chacun voilà, ses préférences. Mais c'est à chacun de faire son chemin, de trouver sa voie à travers les outils qui existent. Je rappelle la règle des 3 fois 3, hein, donc, dont on a parlé lundi. Il y a trois types de logiciels, trois grandes familles, et vous avez trois grands types d'interlocuteurs pour faire votre choix. Mais la première catégorie de logiciels sont les logiciels web. On a cité Dockel, Pilit et d'autres. Puis alors, on va avoir des logiciels qui sont intégrés à la comptabilité. Donc, on va parler des trois grands logiciels de comptabilité. Donc, dans cette deuxième catégorie, donc Winbooks, Bob, Horus, qui représentent entre 60 et 80% de part de marché des comptabilités faites en Belgique. Et ils ont là des logiciels liés à ces programmes de comptabilité comme Falco, Winbooks Connect, Bob Demat et compagnie qui permettent de faire l'intégration directe entre le comptable et le logiciel de gestion. Donc pour ceux qui ont des comptables fiduciaires, évidemment, c'est une solution super pratique puisque ça règle le problème de la pérennité des documents avec le stockage chez le comptable hein, pour la conservation des 7 ans et plus. Puis je passe alors là maintenant sur la troisième catégorie de logiciels. Donc là, on est sur les ERP, logiciels de gestion. Donc on va parler de Odoo, de Mercator, de Gecosoft, d'Astral Software, de voilà, j'en perds les mots tellement il y en a de Virtuosa, par exemple Virtuosa pour le bâtiment hein, qui est très très performant, c'est belge, c'est super quand vous faites du bâtiment dans le bâtiment, c'est vraiment génial. Il y a une forte intégration intelligence artificielle où vous savez dicter à votre smartphone vos visites de chantier et vous aurez des devis qui vont sortir en automatique de votre logiciel. Donc, il y a des choses formidables hein, à venir au niveau AI. Donc, juste pour passer en revue rapidement, donc la règle des 3 x 3, j'ai vu donc logiciel web, logiciel lié au comptable, logiciel spécialisé ERP, gestion commerciale. Donc ça, c'est vos trois grandes catégories dans lesquelles vous devez faire votre choix. Et puis vos interlocuteurs, bien sûr votre comptable, ensuite votre corporation, vos collègues, d'autres personnes qui font le même métier, votre référence dans votre secteur d'activité, hein, le SNI pour les indépendants par exemple, des recommandations qui peuvent venir de là. Et puis alors, en dernier, des informaticiens de gestion, des informaticiens comme nous. Donc ici, il y a beaucoup d'informaticiens de gestion qui couvrent tout le territoire, où on est revendeur de solutions diverses et variées, et on peut vous renseigner aussi pour des cas particuliers, essentiellement sur la troisième catégorie des logiciels. Donc cette règle des 3 x 3 est pas mal pour, je vais dire, se frayer son chemin dans ce dédale de solutions et de possibilités qui s'offrent à vous. Alors, on a encore une autre question très particulière. Allons-y. On va maintenant se mettre dans la peau d'un avocat Allons-y, qui oui. doit gérer des factures de médicaments de leurs clients. Donc, la facturation à des avocats qui gèrent les factures de médicaments de leurs clients. Ces gens Alors,
internaute qui nous pose cette question. Souhaites-tu qu'il précise? Enfin, oui, disons que ce qui se passe, c'est qu'il y a régulièrement des avocats qui ont la tutelle de la gestion donc, de personnes. Et là, il s'agit de gérer pour des tiers des transactions et du patrimoine qui n'est pas soumis à la TVA en général. Donc, dans ce cas-là, on gère des transactions de tiers. Donc, ce ne sont pas les transactions du bureau d'avocat. Et donc, le tiers, en l'occurrence qui est sous tutelle, n'est pas assujetti à la TVA, donc il n'est pas concerné. Donc, tout ce qui se fait maintenant continue à se faire de la même manière. Par contre, les transactions qui sont faites par le bureau d'avocat, qui lui est assujetti à la TVA, s'il émet des factures ou s'il reçoit des factures, mais que le tiers pour lequel il fait des prestations de gestion patrimoniale, de gestion de facturation, de la délégation de facturation, ce genre de choses-là, eh bien, si le tiers pour qui ces opérations sont faites est assujetti à la TVA, dans ce cas, la facturation de ces prestations, par exemple, devront être soumises à l'usage de la facturation structurée sur le réseau PayPal. Donc, il faut distinguer ce que le bureau d'avocat émet comme facture en son nom, si c'est vers des tiers assujettis ou non, ça c'est la règle de base. Et si c'est des assujettis, bien sûr qu'ils doivent passer par le réseau PayPal. Si ce n'est pas le cas, ça peut continuer à être facturé comme ça l'est maintenant. Je rappelle aussi que vous pouvez, et idéalement vous devez, utiliser le même outil pour émettre vos factures vers les assujettis TVA par le réseau PayPal et vers les non-assujettis, par exemple des tiers SBL ou des particuliers. Hein. Donc pour ne pas utiliser 36 solutions, c'est quand même mieux d'être centralisé sur le même outil et tous les logiciels qui sont capables d'émettre des factures sur PayPal sont également capables d'émettre des factures en dehors de PayPal. Hein. Et donc, Eric, pour m'assurer d'avoir bien répondu à une question qui est revenue plusieurs fois, si je suis un indépendant complémentaire, que j'ai peut-être une quantité de factures réduite à émettre chaque année, et que je ne me lance pas dans le choix, c'est la fameuse catégorie 2 que tu mentionnes, Oui, d'avoir vraiment besoin d'un logiciel comptable parce que je m'en sors bien avec mes outils habituels. Je n'ai pas non plus besoin de passer vers la catégorie 3 que tu appelles les ERP, c'est-à-dire ce sont vraiment, alors là, on est même au-delà de l'outil comptable. Ça oui, va nous permettre de faire plein d'autres choses, du CRM, de la gestion de clientèle, etc. Si je suis dans le cas de cet indépendant complémentaire qui ne va émettre que quelques factures chaque année, tu vas alors leur recommander d'aller vers ce que tu appelles les logiciels web, la catégorie 1, Docker, Billit. Tu en avais mentionné d'autres dans cette première catégorie, ou oui, il y dans avait des budgets tout à fait abordables d'abonnement aussi, hein. oui, c'est ça. Il y avait une série de solutions qu'on avait présentées voilà, je pense que vous voyez, non, sur ceci, On voilà, est- Ah ceci, ben voilà, voilà, super. voilà, voilà, il y avait GK Web Facturation, il y avait Cegit, il y avait Team Leader aussi, voilà. Et alors, on peut peut-être aussi faire référence à la liste que l'Agence du numérique a émise à ce sujet, c'est aussi dans les liens. D'accord. Et donc, il y a une liste donc, validée par l'Agence du numérique qui reprend tous les logiciels, non pas tous les logiciels, une grande partie des logiciels qui sont enregistrés sur le réseau PayPal. Et on a également une seconde liste qui, elle, est émise par le SPF, qui reprend également voilà, une grande quantité de logiciels qui sont reconnus et validés par le SPF comme étant compatibles sur le réseau PayPal. Quoi. Par exemple, un truc qu'il faut éviter de faire, c'est se tourner vers des solutions internationales. J'ai régulièrement des demandes, tiens, est-ce que tel ou tel logiciel dont l'éditeur est français ou international anglais, qui sont souvent des belles plateformes, qui sont très bien faites, qui ont des grosses volumétries, mais qui ne sont pas encore prêtes. Elles ne sont pas encore sur le réseau. Et ça, c'est très problématique parce qu'on a des indépendants ou des PME qui sont déjà présentes sur ces plateformes, qui ont déjà pris des habitudes de fonctionnement et qui sont malheureusement obligés de migrer vers une autre solution parce que ces solutions ne sont pas compatibles et pas encore prêtes sur le réseau PayPal. Donc là, il faut quand même faire attention pour le moment de rester sur des solutions belges parce que je rappelle que cette obligation et cette évolution vers la facturation électronique structurée est un projet européen et les Belges sont les premiers à rentrer de manière obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Le reste de l'Europe va être présente progressivement jusqu'au 31 du 12 2029.
Donc, il faut quand même être méfiant par rapport à vos solutions existantes. Sont-elles compatibles, quoi? Ah, voilà, et Sandra vient de vous partager ce lien bien utile avec la liste agréée par le SPF, hein. Donc, n'hésitez pas, c'est dans la partie discussion du webinaire. Et puis, on va continuer à parler des différentes plateformes, mais il y a une question qui fait écho à «Et si je travaille hors Belgique?» Hein, je suis agent de voyage, que faire avec les factures de partenaires non européens reçues par mail? Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Eric? Comment je fonctionne si j'ai des partenaires en dehors de nos frontières belges? Donc, aspect légaux d'un côté, donc première partie de réponse, seconde partie de réponse en pratique. Comment ça se passe? Donc, les aspects légaux, c'est que le législateur impose, à partir du 1er janvier 2026, l'échange de factures électroniques structurées entre assujettis à la TVA. Donc, dès qu'on fait donc assujettis à la TVA belge. Voilà, c'était le belge qui manquait dans ma première partie de réponse. Donc, si il s'agit d'assujettis étrangers, il n'y a aucune imposition légale. Donc, vous émettez des factures vers un assujetti français ou autre, à ce stade-ci, pas d'obligation. Et si vous recevez des factures de fournisseurs étrangers assujettis, eh bien là aussi, pas d'obligation. Donc ça, c'est l'aspect légal. Seconde partie de réponse. Donc si vous avez un interlocuteur français ou italien, par exemple, si les Italiens sont assez avancés dans l'intégration sur le réseau PayPal, on en reçoit quand même pas mal, eh bien, si vous avez un interlocuteur italien qui est déjà sur le réseau PayPal, vous allez en profiter pour le recevoir par ce biais-là, parce qu'une fois que vous aurez mis le pied dans le réseau, eh bien, vous comprendrez rapidement que c'est bien plus facile, bien plus pratique, bien plus aisé et sûr de recevoir ces factures par ce biais. Donc, je vais dire, dès que vous allez avoir un interlocuteur présent sur le réseau, vous allez choisir cette voie. Systématiquement, ce sera bien plus facile en fait, hein. N'oublions pas que l'échange entre personnes sur le réseau est sécurisé, donc vous avez toujours l'assurance que la pièce que vous recevez n'a pas été falsifiée. Hein, je donne un exemple, hein, dans mon webinaire de lundi avec des falsifications de factures, des gens voilà, on fait voler de l'argent à cause de ça. Hein. Donc voilà, réseau PayPal, c'est plus sûr. Hein. Alors, il y a d'autres questions qui ont été posées. Je les lis pour m'assurer, Eric, qu'on ne passe à côté d'aucune info. Donc, au niveau de toujours de ce rapport avec les pays voisins, je suis en société luxembourgeoise avec également un numéro de TVA belge. C'est Oui, concerné pour mes clients assujettis belges. oui, absolument. Voilà, il faut y aller. Oui, donc là, vous êtes tenu de le faire, hein, parce que c'est la Oui. législation. Donc en fait, vous êtes tenu par le législateur de prendre un numéro de TVA dans un pays dans lequel vous faites des opérations TVA. Mais en souscrivant à ce numéro de TVA belge, vous souscrivez également aux règles TVA du pays. Et donc, vous devez vous soumettre au contrôle TVA, vous devez vous soumettre aux déclarations périodiques et compagnie, et vous soumettre également à cette obligation 1er janvier de la facturation électronique structurée par le réseau PayPal. Donc, oui, vous devez le faire. Et oui, vous devez vous enregistrer. Et oui, vous devez être capable d'envoyer et de recevoir des factures sur le réseau PayPal en étant donc ressortissant donc, luxembourgeois avec un numéro de TVA national belge. Ce qui va être vrai dans l'autre sens également, parce qu'on a beaucoup de nationaux belges qui ont des numéros de TVA dans d'autres pays, en Europe. Donc, on se retrouve avec des cas de figure où on a par exemple une entreprise belge qui fait de l'e-commerce et elle vend beaucoup en Espagne. Et donc, en fait, les fonctionnaires espagnols voient qu'il y a une certaine volumétrie et à un moment donné invitent par courrier le ressortissant belge à prendre un numéro de TVA espagnol. Sauf que le logiciel qui est utilisé par le ressortissant belge est bien capable d'émettre des factures sur le réseau PayPal, mais en tant que ressortissant belge, le fournisseur de services n'est pas capable d'émettre des factures avec des numéros de TVA émis sur base de numéros de TVA espagnols. Et donc, chaque fournisseur de services liés à vos logiciels ont leurs particularités, leurs compétences, leurs capacités.
certains fournisseurs de services pourront émettre certains types de documents plus que d'autres, et certains fournisseurs de services pourront émettre des factures sur un territoire plus ou moins large par rapport à d'autres. Donc, il se peut que vous soyez obligé de prendre un second fournisseur de services pour pouvoir être capable d'émettre des factures sur un autre pays que votre pays d'origine, votre pays de base, en l'occurrence la Belgique. Donc, on a déjà des cas de figure aujourd'hui où on installe déjà sur des ERP la possibilité d'utiliser plusieurs fournisseurs de services avec le même logiciel de gestion. Donc, on est dans la troisième catégorie des logiciels pour ce genre de problématique-là, pour pouvoir donc émettre des factures sur le sol espagnol avec un deuxième fournisseur de services. Donc, ça peut être une problématique complexe, hein, l'histoire de l'e-commerce et de l'international, ça peut, voilà. Et alors, Eric, on a encore trois questions qui sont liées à l'international, mais j'ai le sentiment que le cas de figure est à peu près identique en Belgique. On est plutôt sur le cas de je dois recevoir des factures et Ouais. pas en émettre. Je te lis les trois questions. La plupart de mes fournisseurs sont français, allemands, hollandais. Et s'ils ne savent pas m'envoyer la facture via PayPal, il pourrait aussi m'arriver de commander au Canada. Donc là, on est même hors Europe. Et puis, si j'ai un fournisseur en France, est-il obligé de m'envoyer par PayPal sa facture? Et si je dois en faire un français? Et puis, on a à nouveau une question de notre participant qui travaille dans une agence de voyage. Et donc, lui, il doit introduire ses factures. Il se demande s'il doit introduire ses factures reçues de réceptifs hors Europe dans PayPal. Donc, on a deux questions. On a comment ça se passe quand je reçois et la deuxième question, si on est hors Europe. Donc, merci Ouais. à toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet. Donc, premier point, je commence par la fin. En fait, hein, quand vous recevez une facture euh, hors Europe, par exemple, mais vous pouvez recevoir une facture hors Europe d'un fournisseur qui est sur le réseau PayPal. Hein. Donc, j'ai mis cette slide en fait où on voit qu'en fait, il y a des fournisseurs de services dans des pays hors Europe, les États-Unis, euh, voilà, la Chine, le Canada, hein, parce qu'il y a le cas du Canada, mais il faut que ce fournisseur qui vous envoie des factures à partir du Canada soit bien présent sur le réseau PayPal, évidemment. Parce qu'eux n'ont pas d'obligation pour le moment à ce sujet. Donc c'est clair qu'ils peuvent vous envoyer éventuellement leurs factures par le réseau PayPal, ou pas. Mais s'ils décident de vous l'envoyer par le réseau PayPal, ben c'est facile, ça arrivera directement dans vos logiciels et sera directement disponible et correct. Donc ça, c'est le meilleur cas de figure. Et donc si vous avez des interlocuteurs internationaux extra-européens qui ont la possibilité de vous les envoyer par ce biais-là, ben, prévenez-les. Ce sera plus confortable pour vous, surtout si vous avez des transactions régulières. Par contre, s'ils vous l'envoient par email, par papier ou par qu'ils vous les donnent en main propre, vous les traiterez comme vous les traitez maintenant. Rien ne change en réalité, hein, puisqu'il n'y a pas d'obligation. Donc, vous ne devrez pas les scanner pour les faire passer par le réseau PayPal pour les envoyer à votre comptable ou quoi. Ça n'existe pas et c'est pas possible, ça, en fait. Hein. Simplement, ben, vous la recevez dans un format habituel. Et là, vous aurez uniquement éventuellement à la scanner ou pour la comptabilité dans votre outil de gestion, comme vous l'entendez, en fait, ou comme vous avez l'habitude de le faire maintenant. Donc, je vais dire, de ce point de vue-là, rien ne change, quoi, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas d'obligation, en tout cas, pour un Canadien, de vous envoyer ça sur le réseau PayPal. Donc, vous continuez à traiter vos factures comme vous avez l'habitude de le recevoir de ce fournisseur. Je rappelle que peu importe le vecteur de transmission de la créance, l'éligibilité de celle-ci reste valable. Donc, si vous faites acquisition de biens et de services par un bon de commande et que vous recevez ces biens et services, la créance que vous allez recevoir, qu'elle arrive ou non sur PayPal, reste éligible et vous êtes quand même tenu de la payer. Au même titre que si vous avez un interlocuteur qui est censé être sur PayPal mais qui n'y est pas, et vous allez être confronté probablement beaucoup à cette problématique-là, des gens ne seront pas tous prêts pour le 1er janvier, j'espère que parmi ceux qui sont présents aujourd'hui, tous le seront. Et donc, vous allez à un moment donné vouloir envoyer des factures vers un assujetti TVA qui ne sera pas présent sur le réseau. Vous ne serez pas responsable de cela. On ne pourra pas vous en tenir rigueur. En tout cas, l'administration ne pourra pas vous en tenir rigueur. Et la créance sera tout à fait éligible. Vous allez simplement l'envoyer
d'une manière habituelle, en main propre, par email, ou l'imprimer, ou l'envoyer par la poste, ou comme vous le souhaitez. Et donc la créance sera tenue d'être payée au même titre que si elle avait été envoyée par le réseau PayPal. Par contre, la personne qui n'est pas en ordre, elle, risque une amende de l'administration TVA pour non-conformité à l'application de la facturation structurée par le réseau PayPal pour le 1er janvier 2026. Donc je rappelle que le premier amende 1500, deuxième 3000, et ainsi de suite, on augmente, ils ont fait un copier-coller des amendes TVA pour dépôt tardif, ce qui est absolument charmant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait le tour de la Merci question. Eric. Alors, et de toute façon, si vous avez encore un doute, reposez une question. N'hésitez pas sur ce sujet, que ce soit donc ce sujet de je reçois une facture et puis toute cette transaction avec l'international, que ce soit l'Europe ou hors Oui, Europe. Il y a encore deux, trois questions sur les outils, mais avant, une question, Eric, qui nous a été posée lundi, qui est encore posée aujourd'hui, à laquelle on n'a pas eu l'occasion de répondre, c'est en cas d'erreur dans une facture, que ce oui. soit une que j'ai émise ou que j'ai reçue. À partir du moment où cette facture, c'est Vinciane hein, qui nous pose cette question, comment on fait pour gérer si, ah, oups, elle est partie et une heure après, on reçoit un coup de téléphone, il y avait une erreur dans le document. Comment va-t-on faire marche arrière et peut-on faire marche arrière? Alors la réponse est non. On ne peut pas faire marche arrière. C'est trop tard. Et ça, c'est quand même un gros changement aussi. Donc avant, ben, on a connu l'époque, et il s'agit du passé déjà, hein, puisque c'est dans le moins d'un mois. On a connu l'époque où on pouvait appeler son interlocuteur et lui dire tiens, tu t'es trompé dans la facture, ah ben, écoute, pas de problème, supprime-la, déchire-la, mets-la à la poubelle, je te renvoie la même corrigée. Eh bien, ça, c'est fini. Donc, de toute façon, ce n'était pas une pratique autorisée. Hein, donc, on ne pouvait pas faire ça, en fait. Hein. C'est une infraction donc à la modification d'une facture originale. Hein, c'est décrit dans l'article 1 du Code TVA. Et donc, on était censé émettre une note de crédit et refacturer. Alors, il y a deux possibilités pour créditer. Soit on crédite de la différence, soit on crédite l'entièreté et puis on refacture. Je suis totalement adepte de la seconde solution, surtout avec PayPal. Le risque de surenchère sur l'erreur est quand même élevé, surtout pendant cette période d'acclimatation et d'adaptation au début. Donc, si vous détectez une erreur, qu'à un moment donné une facture part et qu'elle n'aurait pas dû partir, créditez-la entièrement et refaites-en une proprement. Vous vous retrompez une deuxième fois, recréditez-la entièrement et recommencez. Et à la troisième fois, j'ose espérer que ça ira. Et donc, créditer et recorriger des différences, ça, c'est l'enfer à un moment donné pour la justification des différences en cas de contrôle TVA et aussi pour s'y retrouver simplement. Quoi. Donc, c'est mieux de créditer l'entièreté et de réenvoyer. Ce qui m'amène à aller un peu plus loin en disant, mais tiens, est-ce que nos habitudes de facturation ne devraient pas un peu changer? On va peut-être devoir s'adapter. Et il y a quelque chose qu'on a connu et qui a eu tendance à disparaître avec l'avènement de la facturation électronique email. C'est aussi une facturation électronique, mais ce n'est pas la facturation électronique structurée PayPal. C'est une différence importante. Cette facture email, en fait, nous a amené progressivement à facturer plus régulièrement, hein, au fur et à mesure des prestations, au fur et à mesure des livraisons. Et donc, la question de la facturation de fin de mois est un petit peu devenue désuète. Et en fait, on pourrait y revenir à cause de ça pour cette question du traitement de l'erreur. Et je vais aller un petit peu plus loin encore. Dans les logiciels, à l'avenir, on aura peut-être le traitement de documents complémentaires comme les bons de livraison, les bons de commande, les offres qui pourraient passer par le réseau PayPal, ce qui permettrait de valider des bons de commande ou des bons de livraison avant d'en arriver à la facture électronique et donc de revenir grâce à ça à un flux de documents plus soutenu et plus régulier. Mais a priori, si on se limite uniquement à la facturation électronique, on pourrait avoir tendance à postposer l'envoi de ces factures, de sorte à se laisser un délai pour que ces clients puissent vérifier. Donc, par exemple, envoyer un proforma facture dans un premier temps et puis émettre la facture PayPal définitive. Et pour conclure cette question, rien ne vous empêche d'envoyer autant de duplicata que vous le souhaitez de vos factures, en l'occurrence voilà une copie facture par email pour pré-vérification. Et puis, une fois que vous avez un accord Oui, c'est ou pas de contestation, eh bien, d'envoyer votre facture définitive PayPal quelques jours après ou fin de mois. Voilà. très bonne astuce pour le premier trimestre et le temps de trouver ses marques. Voilà. C'est quand même Alors, un changement, hein, donc il faut voilà, s'acclimater. bien sûr.
Alors, on nous demande, c'est Christophe qui nous demande la différence entre Dockel et Hermès. Euh, Alors, oui, voilà, est-ce qu'il y a vraiment une différence marquée entre ces programmes? oui. Alors, voilà. Donc, Dockel, on est sur un outil de conservation documentaire que les banques apprécient notamment, parce que vous avez des contrats qui sont stockés, de l'assurance. Enfin, c'est assez répandu. Et alors, donc, en fait, c'est plutôt fiable. Donc, on est sur des structures, une grosse structure qui soutiennent ça. Donc, pour la pérennité des documents, c'est pas mal, mais c'est du privé. Tandis que Hermès, c'est un organisme, donc ça dépend de Bossa, hein, du SPF, qui est public, donc fédéral, et ils n'ont pas cette vocation à servir de plateforme commerciale ou de plateforme d'échange, en fait. C'est un service public qui est rendu, mais ils ont la volonté de diminuer le trafic, et d'ailleurs, on a des accords avec nos softs, avec voilà, des fournisseurs de services pour récupérer des clients qui s'étaient inscrits sur Hermès et les retransférer vers des applicatifs un peu plus évolués. Parce que Hermès, c'est quand même fort spartiate, hein, c'est un petit peu basique hein, comme outil. Hein. On Et encode à la alors, main dedans. Quoi, hein, donc, attention, il est mal orthographié dans votre question, donc je vais vous le repartager. C'est bien avec un H. oui, absolument. Ça Hein, va? absolument. Je vous Voilà. le partage dans la conversation. Donc Hermès, c'est plutôt un peu en dernier recours. Hein. Voilà. J'ai envie de dire, on est plus sur un outil. Voilà. D'ailleurs, donc les gens du SPF avec qui je suis en contact freinent des cas de fer en disant voilà, on est là, c'est un service public de compensation. C'est pas une plateforme long terme, quoi, en fait. Hein. Je pense qu'il y a même une volonté à un moment donné de stopper l'accès public en tant que fournisseur de services, quoi. Hermès fait partie, en fait, d'un outil de fournisseur de services pour l'administration, en fait. C'est pour un usage de l'administration et des administrations belges. Et je pense qu'ils ont déjà bien suffisamment à faire avec ça que de vouloir faire fournisseurs de services pour le secteur privé, quoi. Oui. Voilà. Alors, Émilie partageait avec nous une info pertinente. Sur Odoo, on peut émettre des factures électroniques Oui, gratuitement pour l'instant, mais j'imagine on a déjà un abonnement de démarrage voilà. qui est pris. C'est ça la Alors, nuance. c'est gratuit, mais pas Parce tout à qu'on fait. on les entend faire la pub en ce moment. Oui, oui, évidemment. Mais donc, Odoo, donc on a la troisième catégorie de logiciels, on a les ERP, donc c'est aussi adapté à nouveau à certains types d'entreprises, mais pas toutes. Hein. Donc, voilà, il y a de la place, il y a des outils pour tout le monde. Hein. C'est comme la restauration, il y en a qui aiment le fast-food, il y en a qui aiment la brasserie, d'autres la gastronomie, etc. Voilà, il faut aller faire son marché là-dedans. Et donc, dans le cas d'Odoo, eh bien, vous avez un forfait avec, voilà, suivant les options et les modules que vous prenez, à un prix qui varie. Mais effectivement, le nom au nombre de factures émises ou reçues, c'est gratuit, c'est inclus plutôt que gratuit. C'est inclus dans le prix de base. On a la même chose dans la deuxième catégorie des logiciels, qui est symbolisée là dans ce cas-ci avec Falco et Horus, qui, dans leur abonnement de base, inclut également les factures envoyées reçues sur PayPal. Donc, c'est inclus dans ce cas-là, mais pas gratuit. Dans le cas de Docker, la réception est gratuite, mais pas l'envoi. Donc, en fait, il faut faire le calcul avec le montant du forfait de base et le nombre de factures qu'on émet, voir si ça vaut la peine d'aller vers ces solutions-là ou de prendre voilà, Bilit, par exemple, qui peut très bien faire l'affaire également. Donc, différence entre gratuit et inclus, c'est pas tout à fait. Voilà. C'est ça. Christophe nous demandait si on pouvait lui conseiller un programme comptable. Donc ça, c'est ta deuxième catégorie, Eric, Alors, de propositions avec Falco qui vient de Russe, avec Winbook. Il y en a peut-être d'autres que tu souhaites et Bob, hein. Bob, appeler. les trois gros qui tiennent, je vais dire, la majorité du marché, c'est voilà, hein, c'est Bob, Winbooks, Horus, voilà, qui ont maintenant, il y en a d'autres, hein, donc des comptables qui Comment écris-tu le troisième, Eric, s'il te plaît, que je puisse le partager? Bob Software, hein, BOB, Bob Software, et c'est Bob Demat. Hein. Ok. Et donc il y a Horus Software qui est un gros, voilà, un gros fournisseur, voilà. Et donc je peux dire que par rapport à ces outils-là, il y en a certains qui offrent la réception gratuitement, ou certains qui incluent dans l'abonnement de base une certaine volumétrie de factures à émettre. Et donc, dans le choix du logiciel comptable, mais ça dépendra du fait que vous ayez déjà un comptable ou pas, ou si c'est vous le comptable.
Et ça dépendra à ce moment-là de la taille de l'entreprise et de vos compétences, hein, du type d'entreprise et de vos compétences. Si vous êtes voilà, quelqu'un qui maîtrisait le chiffre et la comptabilité, bah, si vous vous tournez vers un de ces trois logiciels-là, vous êtes sûr d'avoir une solution complète. Par contre, si vous avez une comptabilité pour une ASBL assez simplifiée, ce genre de choses-là, une solution comme Accountable pourrait être plus pertinente, par exemple. Mais ça dépend si vous le faites avec un comptable ou si vous le faites seul. Si vous le faites avec un comptable, il faut demander conseil à votre comptable et utiliser la même plateforme que lui. Hein, ce qu'on souhaite, c'est s'inscrire dans une question de transition numérique. Donc, ça veut dire qu'on souhaite ne plus réencoder, on souhaite faire d'une pierre deux ou trois coups en recevant et envoyant ses factures par le réseau PayPal, donc en se mettant en conformité avec le législateur, mais également en ayant une synchronisation avec son comptable pour l'échange de documents et avoir ces documents administratifs qui sont posés chez son comptable et grâce à ça stockés en sécurité pour la question de la conservation et de la souveraineté de vos données. Et puis, en même temps, peut-être vous en servir pour faire vos paiements en un clic. Et donc là, on fait d'une pierre trois coups. C'est le trio gagnant où on reçoit ses factures, elles sont chez le comptable, elles sont payées. Et donc, je n'ai plus rien à faire comme copie, transfert et encodage. Ça, c'est Donc, super, évidemment. c'est une opportunité pour vous faciliter la vie. Alors, bien sûr, comme tu le disais, Eric, il y aura quelques semaines de changement, d'adaptation, mais une fois que ce pas sera franchi, vous allez vraiment probablement y trouver énormément d'intérêt à passer par ces plateformes. Il y a une question un peu particulière de notre ami horticole Christophe, Oui. qui lui en tant que personne physique horticole et sans comptable, hein, il est sur une petite structure, il facture à des ASBL. Est-ce que lorsqu'il va facturer à une ASBL, il va envoyer par PayPal? Si l'ASBL est assujettie à la TVA, la réponse est oui. Si C'est l'ASBL n'est pas assujettie à la TVA, la réponse est non. Donc, voilà, voilà, si lui, en tant qu'horticulteur, est assujetti à la TVA et qu'il s'adresse à un assujetti TVA, il est obligé, à partir du 1er janvier 2026, d'employer la facturation structurée électronique par le réseau PayPal. Voilà. Donc, on revient toujours à la règle de Et base. on Ça, a c'est simple, hein. C'est ça, hein, oui. Et alors, on a une deuxième question aussi assez spécifique, mais peut-être que plusieurs d'entre vous se la posent. C'est Claire qui nous dit que est-ce que la facturation électronique ne concerne que les activités commerciales? Elle est dans le cas de figure où elles sont deux ASBL dans le bâtiment. Les deux ASBL se partagent des frais, ce qui veut dire qu'une des deux ASBL reçoit par exemple la totalité des frais d'électricité, il la paye, et puis la moitié est refacturée à l'autre SBL. Et elles sont toutes les deux assujetties à la TVA. La réponse est oui, vous devez passer par le réseau PayPal. On a aussi le cas avec des unités TVA, ce genre de structure-là, même chose, quoi. Donc, dans des groupes, à l'intérieur des groupes, ils sont dans le même bureau, c'est le même comptable, c'est la même entité, et ils se font des factures en interne qui font le tour par le réseau PayPal. Oui, tout à fait. Donc, oui, il y a pas d'autre solution voilà, que de faire cela. Est-ce que tu nous confirmes, Eric, que la facture via PayPal va directement se transformer en fichier PDF, il va se mettre en forme, en page Alors, donc en fait, ce que vous recevez, ce qui transite par le c'est réseau, Marc c'est un hein, qui se fichier pose la XML, hein. question. C'est un fichier XML, donc c'est un fichier un peu rébarbatif. C'est un fichier dans lequel on a plein de caractères particuliers qui, voilà, je vous en partage une, hein, où on voit, voilà, c'est ça une facture PayPal, hein. Donc ça, c'est l'original, quoi, en fait. Alors là-dedans, il y a, dans cette longue chaîne que je surligne ici, je ne sais pas si vous voyez, mais dans cette longue chaîne ici, avec tous ces caractères spéciaux, eh bien, on a la facture, la mise en page de la facture. Donc on voit le format graphique de cette facture qui est encapsulé à l'intérieur de ce fichier XML. Et donc, dans la majorité des cas, et là tout est dans la majorité, hein, dans la subtilité se trouve là-dedans, vous avez le format graphique qui est disponible et vous savez même l'imprimer si vous le souhaitez. De grâce, n'en arrivez pas là, en tout cas le moins possible, s'il vous plaît. On est dans la transition numérique, stockez les fichiers XML, ne les imprimez pas et exploitez-les, comme je le disais tout à l'heure, de manière dynamique avec vos logiciels. Mais donc, dans ce fichier XML qui est le document original que vous devez fournir éventuellement en cas de contrôle TVA, eh bien, vous retrouvez encapsulé dans la majorité des cas
le fichier PDF que votre logiciel est capable de montrer à l'écran, de visualiser. Et ce fichier, c'est possiblement quelque chose qu'on peut enregistrer en format PDF, donc sur vos logiciels. Donc, par exemple, sur nos logiciels de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit l'XML qu'on enregistre dans un dossier et directement à côté, on génère le PDF et comme ça, on a deux fichiers qui sont stockés dans les dossiers des utilisateurs des logiciels. Ce qui m'amène au cas, dans la majorité des cas, donc les autres cas, il se peut que dans le fichier XML, cette longue chaîne qui inclut le format graphique ne soit pas présent. Et dans ce cas, eh bien, on ne sait pas avoir de format graphique et c'est possible. On a reçu de fournisseurs italiens, de certains logiciels comme Microsoft Dynamics, hein, qui est également un ERP, un logiciel de gestion qui est capable d'émettre et de recevoir des factures sur le réseau PayPal. Hein. Microsoft a une solution pour ça, hein, qui est commercialisée. Eh bien, ils n'émettent pas systématiquement le format graphique à l'intérieur de leur fichier XML. Si bien que pour notre part, mais c'est le cas par exemple d'Horus aussi et d'autres logiciels, quand le format graphique n'est pas présent, on en simule un dans nos logiciels. Donc on affiche un spécimen de facture un peu neutre, mais qui permet de voir quand même une représentation graphique du document pour vérification évidemment, pour pouvoir voir quelque chose. C'est un petit peu bizarre de ne voir que des caractères spéciaux et de voir des chiffres avec des totaux dans une interface sur un logiciel où on ne sait pas si c'est normal ou pas, quoi, en fait. Est-ce que tu connais, Eric, le programme comptable Ciel? C'est Christophe qui nous pose la question. Oui, il va falloir changer, hein. Il va falloir changer. Voilà. Donc, je pense qu'il y a pas, voilà, c'est dans notre temps. Donc, voilà, il va falloir évoluer vers d'autres solutions. L'idéal, c'est de ne pas perdre son historique hein, avec tous ces documents. Il existe des passerelles, des logiciels qui permettent de passer vers des solutions plus modernes. Mais oui, il va falloir évoluer là, oui. Oui, oui. Ça, voilà, c'est une réponse un peu abrupte, hein, mais voilà, c'est ce que le législateur attend, c'est ce qu'il a demandé. Je ne peux pas vous répondre autre chose, quoi. Il y a certaines solutions qui sont obsolètes, d'autres qui ne sont pas adaptées. Je parlais d'applications internationales, françaises par exemple, ou anglaises, qui ne sont pas encore sur le réseau. Euh, je parlais des gens qui travaillent dans Word ou dans Excel. Voilà, ces trois cas de figure-là, les solutions archaïques, applications internationales pas prêtes ou du Word ou de l'Excel, dans les trois cas, il va falloir jeter votre dévolu vers une solution plus moderne ou en tout cas intégrée à, à la facturation structurée sur le réseau PayPal. On avait deux personnes hein, qui nous reposaient la question. Moi, je travaille sur Excel et donc, oui, il va falloir franchir le pas, mais Voilà. n'allez pas tout de suite vers ce qu'on appelle en ERP. Simplifiez-vous la vie avec les logiciels web pour démarrer, bien évidemment. Mais ça dépend en fait des cas de figure, quoi, parce que donc on peut Oui. avoir voilà, des métiers, des business très évolués d'une certaine taille avec par exemple Ciel, et donc voilà, le passage peut-être à un ERP devrait, enfin pourra peut-être s'imposer, mais il faut voilà screener c'est le 3x3 en disant tiens voilà dans quelle catégorie logicielle est-ce que je me positionne et vers quel interlocuteur je vais me tourner pour avoir l'assurance que je ne me trompe pas, quoi. On a Aurélie qui nous demande quand elle recevra une facture, j'imagine par PayPal, hein, Aurélie, quelle manipulation va-t-elle devoir faire quand cette facture arrive? Doit-elle faire quelque chose pour la réceptionner? Autant si je l'ai dans une enveloppe, dans ma boîte aux lettres physique, je vais devoir ouvrir ma boîte aux lettres. Ici, est-ce que je vais devoir faire quelque chose? Eh bien, je vais dire, ça rentre tout seul, un peu comme un email. Donc, en fait, dans le séminaire là de lundi et dans les PDF, il y a des liens vers une vidéo. Et donc, la vidéo de démonstration est pas mal à aller voir parce qu'elle explique, elle illustre très bien cela. C'est qu'en fait, il n'y a rien à faire. À partir du moment où on démarre son logiciel et qu'on va visualiser dans l'espace dédié à la réception de ces factures, eh bien, on voit la facture apparaître spontanément. Dans la majorité des logiciels, c'est comme ça que ça se passe. Donc, la réception est très très simple. Il faut démarrer son logiciel et aller voir dans la zone dédiée à la réception de ces factures et elle arrive toute seule. Voilà. Alors, peut-être un petit rappel qu'on a évoqué lundi lors du webinaire. PayPal en tant que tel, on ne sait pas y accéder. C'est illisible. Vous avez vu l'exemple qu'Eric a Oui, partagé à l'écran. C'est le fait
de vous abonner, que ce soit un abonnement gratuit ou à petit prix, c'est de vous abonner à un outil, un logiciel, une plateforme, appelez-le comme vous le souhaitez. Et c'est cet outil, cette plateforme qui va envoyer tout ce flux Oui, de vous virtuel. connecter, hein, qui va vous Et connecter au réseau, quoi. voilà, Voilà. hein. Donc autant quand vous recevez vos emails, tu le disais lundi, Eric, on va utiliser Outlook, on va utiliser d'autres plateformes, Gmail, etc. Et c'est via ces programmes qu'on a une lecture et une organisation des Oui. documents. L'analogie à l'email est, voilà, est pertinente, hein. Donc, on a un logiciel qui vous connecte, qui vous relie au réseau. Et c'est ce logiciel qui vous identifie sur le réseau et qui vous permet de faire l'envoi et la réception des factures, quoi. Alors, Émilie nous disait, ben, quand on fait un très très petit chiffre d'affaires annuel en tant qu'indépendant complémentaire, ben, ça semble assez lourd d'à nouveau payer un abonnement pour faire cette démarche. Donc voilà, oui, effectivement, il y aura quelques euros annuels. Je ne sais plus si tu avais les prix sous les yeux. On était à 3-4 euros par mois, je pense. Voilà, il y avait ici, il y a Certains. les tarifs, ça c'est les tarifs de Billit. Donc on commence à 7,50 € par mois. Mais alors j'avais les tarifs de Dockel, encore moins cher. Maintenant, ils font une promotion à 3,2 euros par mois. 3,2 euros par mois. Voilà. Voilà. Alors bon, coller un timbre, ça coûte plus cher, hein. Voilà. Donc l'imprimer et coller le timbre, alors pour peu que vous fassiez plus de 3 factures par mois, ça tient la route, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Mais oui, Euh, effectivement, il y a une part d'abonnement, une part de coût. Oui, alors Vinciane nous demande si on peut avoir les coordonnées d'Eric. Vous aurez ces coordonnées via le support qui vous sera Ah oui. envoyé. Et puis voilà, il est 20 heures. Ah Donc, ben voilà. si certaines d'entre vous doivent déjà nous quitter, ben, merci d'avoir passé ce moment avec nous. On va encore répondre à 3 questions, Eric, hein. Il reste 3 questions. Ok. Voilà, bon, on te remercie déjà d'avance, Eric, pour toutes les réponses que tu as apportées et pour celles que tu pourrais encore apporter dans le futur. Ah, Attention, mon QR il y code a, pour ceux qui veulent mes coordonnées. voilà, il y a aussi d'autres sessions hein, qui vont être organisées. Donc, n'hésitez pas, un refresh, c'est toujours intéressant. On vous donne rendez-vous le lundi 15 décembre à 19 heures pour un webinaire. Donc là, on va, oui, certes, répondre à vos questions, mais surtout, on va suivre toute une présentation qu'Eric nous propose pour vraiment bien comprendre le sujet. Et il y aura également encore une session de questions-réponses le jeudi 18 décembre. Donc, si on n'a pas pu répondre à tout aujourd'hui, ou si ce soir, demain, vous testez une plateforme, vous faites vos premiers pas, vous pouvez revenir nous voir dans 2 semaines. On sera encore là, même heure, même endroit. Sandra est en train de vous partager sur l'outil de discussion, sur la conversation, tous les liens pour que vous soyez au courant de l'agenda et que vous puissiez vous inscrire. Est-ce que Sandra, on a une petite évaluation à envoyer aux participants avant de se quitter dans cette session de questions-réponses? Oui, non, peut-être. Oui, oui, voilà, donc je posais la question puisque nous ne sommes pas dans un webinaire traditionnel, mais donc je vais vous lancer une petite enquête de satisfaction. Si vous avez l'occasion de répondre, eh bien ça va nous aider à améliorer ces sessions de questions-réponses. Et puis Eric, ben, en patientant ces quelques dernières minutes, il y a encore 2, 3 questions pour toi. Allons-y. Euh, Lorsqu'un fournisseur nous fait un bordereau d'achat, Ah, faut-il voilà. refacturer et l'envoyer par PayPal? Donc, l'autofacturation, le self-billing, hein. Donc, c'est un cas particulier, hein. Donc, en fait, le législateur impose à partir du 1er janvier de échanger entre assujettis TVA 3 types de documents. La facturation, la note de crédit et l'autofacturation, le self-billing. Donc ça, c'est un truc un peu particulier qui est lié à certains métiers. Donc c'est la facture à l'envers en fait. Et donc c'est dédié aux agriculteurs, aux marchands de bétail,
aux antiquaires, aux sous-traitants de la poste également. Hein, donc, quand vous allez dans une librairie et vous allez déposer un colis récupéré, à chaque fois que vous avez un colis qui part ou qui revient, eh bien le dépositaire donc, a une petite commission. Eh bien, il y a de l'autofacturation autour de ces prestations-là. Donc, c'est quand même plus réduit, enfin, c'est quand même plus répandu, pardon, que ce que ça n'y paraît. Ce qui se passe, c'est que c'est les comptables qui généraient ces factures dans le chef euh, du, du fournisseur manuellement à la fin de l'année quand il faisait le bilan. Donc, il avait toutes les recettes des commissions, par exemple, ou de paiement qui arrivaient d'une coopérative pour l'agriculteur qui dépose une benne de grains à la coopérative. La coopérative, c'est le client, et pourtant, c'est le client qui émet la facture. Ça, c'est bizarre que ce soit un client qui émette sa facture. Eh bien, c'est le principe de l'autofacturation, du bordereau. Eh bien, dans ce cas, la coopérative génère une facture qui est une autofacture, mais qu'elle doit quand même transférer, envoyer vers le fournisseur, en l'occurrence l'agriculteur qui amènerait une benne de grains, par exemple, à la coopérative. Donc, la facture est générée par le client, le bénéficiaire et le destinataire sont inversés dans le document XML et le document est envoyé par le réseau PayPal vers le fournisseur, en l'occurrence l'agriculteur dans mon exemple. Et donc, les deux doivent être présents sur le réseau PayPal et utiliser une plateforme ou un outil ou un logiciel qui soit compatible donc, sur le réseau PayPal. Voilà. Donc, c'est bien nécessaire. Il faut bien prendre un applicatif. Il y en a peu pour le moment. Nous, on en a un. Donc, on a un FIFO chez nous. On a un des rares où on a fait le développement rapidement. Parce qu'on travaille avec la FOA, hein, la FWA, qui est Fédération Wallonne Agricole, et où ils nous ont alerté rapidement à ça. Donc, on a fait rapidement le développement chez nous. Et donc, on a une solution pour répondre à ce cas d'usage-là. Voilà. Merci. Et Liliane qui te posait cette question, en posait une autre. Nous vendons notre marchandise aux fournisseurs, mais je ne sais pas si Liliane, c'était le début de la question à laquelle Eric vient de répondre. Et Liliane ajoutait, et devons-nous refaire une facture aux fournisseurs? Oui, ça, c'est. Je ne sais pas Voilà. bien interpréter la question, là, mais. Oui, peut-être que c'est un cas particulier, Liliane, et qu'un petit email à Eric Oui, pourrait répondre davantage. Et puis, il y avait une question de Vinciane qui fait écho à un sujet que tu as abordé tout à l'heure, Eric. C'était vraiment sur les notes de crédit, hein. Tu sais, quand on a oui, peut-être fait une erreur sur une facture et on doit revenir. Donc, toi, tu nous conseillais peut-être au démarrage de faire un petit envoi par mail et puis quand on est vraiment sûr de notre coup, on l'envoie par PayPal. Et puis, voilà. il y avait une question de Vinciane, mais si donc on reçoit en effet une note de crédit, doit-on envoyer la facture puis la note de crédit de suite après? Mais admettons que vous émettiez une facture et qu'il y a une erreur dessus, vous émettez la note de crédit quand vous le souhaitez. Hein, une note de crédit, j'ai envie de dire que toutes les règles TVA restent d'application, donc vous pouvez émettre une note de crédit pour une facture 6 mois plus tard, hein, si c'est avéré qu'il s'agit d'une erreur. Donc, il n'y a pas de problématique de temporalité par rapport à ça. Il y a des délais qui sont de l'ordre d'un an, je pense, en rapport avec ça, mais là, il faut demander à un expert comptable à ce sujet. Mais donc voilà, la question de l'immédiateté par rapport à l'émission de la note de crédit ou de la facture, voilà, n'est pas vraiment, en tout cas, impactée par cette nouveauté sur la facturation électronique structurée pour le 1er janvier 2026. Voilà, voilà. Eh bien, Eric, je dois te féliciter parce Ah, que mais tu as, en 1 heure et 8 minutes, répondu à la totalité des questions qui étaient posées. Il reste peut-être encore Liliane qui va te contacter par mail pour ce cas très ouais. particulier qui la concerne. Donc, n'hésitez pas. On peut à nouveau se rencontrer le lundi 4. Non, je me trompe, le 4, c'est aujourd'hui. Le lundi 15 décembre pour un webinaire avec Eric, et puis pour une autre session de questions-réponses le jeudi 18 décembre. L'enquête de satisfaction est toujours ouverte 1 ou 2 minutes, hein. Vous êtes 5 personnes à avoir répondu. N'hésitez pas à enrichir. Et puis surtout, Sandra nous dit, si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser sur info@digitalcommerce.be.
Je vous rappelle que cette soirée a été organisée par le SNI, le syndicat neutre pour indépendants, avec la collaboration de l'Agence du numérique. Et nous avons aussi bénéficié du soutien de la Wallonie. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Merci Eric, une fois de plus, d'avoir été si pertinent et précis dans les réponses que tu apportes aux questions. Et puis surtout, on vous encourage à passer le pas. Oui, Vraiment, c'est pour le 31 décembre. Allez-y, testez dans les prochains jours. Revenez nous voir lors des prochaines sessions et go, on passe au-delà de nos freins et on y va. Vous serez vraiment soulagés de passer voilà, les quand ce fêtes sera de fin fait. d'année avec ce sujet de côté. Absolument, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée également et merci de m'avoir écouté et à très bientôt peut-être. Merci à tous. Quelques derniers remerciements pour toi dans les questions, Eric. Voilà, Belle super soirée gentil. à Merci. tous. Au revoir.